Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 7-8 Europe, le magazine européen de la rédaction de TV78. Certains sont déboussolés, d'autres transportés. L'expérience atypique du concert jardinal de l'association Puce-Muse ne laisse personne indifférent. Ces concerts mélangent virtualité et réalité et sont notamment rendus possibles grâce à des instruments ultra modernes. Nous avons pu assister à l'une de ces représentations à Paris, reportage dédié au Fonds européen surprenant dans quelques instants. L'entrepreneuriat se conjugue de plus en plus au féminin, malgré des idées reçues et stéréotypes encore tenaces. Les choses évoluent et notamment en Ile-de-France, nous recevrons dans cette émission deux entrepreneuses anciennes lauréates du concours Créatrices d'avenir, un concours régional financé en partie par les fonds européens. Un marché européen qui dure depuis un mois. Les négociations post-élections européennes se poursuivent entre les chefs d'État et les institutions continentales. En jeu, les principales présidences des plus hautes fonctions politiques de l'Union européenne et l'influence aussi de chacun des pays, nous dira Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes et administrateur de la maison Jean Monnet située dans les Yvelines. C'est donc avec une expérience pour le moins étonnante que l'on débute cette émission, une expérience musicale avec l'association Puce-Muse, un centre de création de musique visuelle qui bénéficie de fonds européens. Assis dans des transats, Puce-Muse propose des concerts jardinaux dans les parcs franciliens. Pour ce faire, le musicien et compositeur Serge de Laubier utilise des méta-instruments. Reportage au parc Montsouris à Paris. C'est un concert où la star est la surprise. Surprise sonore d'abord, surprise instrumentale ensuite. Les concerts de Puce-Muse ont pour but de transporter le spectateur dans un ailleurs. Ici, je retrouve tout ce que j'aime dans le monde, mais l'effet principal pour moi est apaisant. Extrêmement apaisant, relaxant et enveloppant. D'abord, on ne comprend pas effectivement que la vibration puisse venir d'un siège banal. Et on ne comprend pas bien non plus aussi comment le musicien, ce qu'il veut faire avec ses manettes. Pour bien comprendre l'intérêt du concert jardinal, il faut se laisser aller, s'asseoir dans un transat vibrant, tête posée sur la structure. Mais surtout, il faut savoir écouter le musicien et interprète Serge de Laubier. Et donc comme ça, on a une écoute qui est une écoute assez proche finalement de ce qu'on pourrait supposer être une écoute intra-utérine, c'est-à-dire avant la naissance. On entend avant de naître, ça on le sait. On ne sait pas très bien comment, on sait que les oreilles arrivent plutôt à la fin du développement. Et il est très probable qu'on ait une conduction osseuse des sons. Mélange de bruit naturel, abeilles, eau, tempête, mais aussi de bruit virtuel. Cette alliance sonore n'est rendue possible que grâce à des années de recherche pour concevoir des instruments que l'on croirait tout droit sortis d'un film de super-héros. Ça s'appelle des méta-instruments. C'est un méta-instrument et en fait, ça mesure voilà. Ça mesure les gestes que je fais, hein, comme ça, etc. Ou ici, où est-ce que je suis là Pour ses recherches et créations, Puce-Muse bénéficie notamment de 700 000 € de fonds européens. Les spectateurs, eux, assistent gratuitement à l'original concert jardinal. Soutenir les projets innovants en matière de développement régional, c'est l'ambition du concours RegioStar proposé chaque année par la Commission européenne. Pour l'édition 2019, 5 projets franciliens sont en liste dans différentes catégories, parmi eux la start-up Carnot Computing que nous avions reçue en mars sur ce plateau et qui propose, rappelez-vous, de chauffer les habitats grâce au calcul informatique. Le prix du public sera décerné. Vous pouvez voter jusqu'au 9 juillet prochain sur Internet. Et de concours, il en est également question avec les deux invités qui viennent de nous rejoindre en plateau, Gwendoline Cotrez, bonsoir, et Leslie Marel, bonsoir à toutes les deux. Vous êtes lauréate du concours Créatrices d'avenir organisé par Initiative d'Île-de-France.
Gwendoline, c'était en 2015 dans la catégorie Innovation solidaire grâce à Movadom. Et Leslie, vous étiez l'an dernier dans la catégorie Innovation pour Biomarel. On va parler de chacun de vos projets, bien sûr. Mais commençons déjà par expliquer ce qu'est ce concours Créatrice d'avenir. Si j'ai bien compris, c'est un dispositif réservé aux femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat en Île-de-France. Vous confirmez, oui, Gwendoline ? C'est bien ça, exactement. C'est vraiment réservé aux femmes qui sont dirigeantes d'entreprises dans la région parisienne. D'accord. Vous êtes lancé pour quelles raisons, par exemple, Leslie ? Comment s'est fait le cheminement ? Est-ce qu'on est venu vers vous ? Est-ce que c'est vous qui vous êtes lancée toute seule ? Alors, Créatrice d'avenir, je l'ai découvert sur Internet quand je cherchais effectivement des financements ou une manière de faire connaître la société. Je ne l'avais pas encore créé, mais j'avais déjà le dispositif. Et en regardant effectivement des concours, j'ai vu que Créatrice d'avenir donc récompensait des femmes entrepreneurs et je trouvais ça très intéressant. Je me suis dit autant y aller. Donc quand j'étais prête à créer moi la société, j'ai fait l'appel qui correspondait. Alors, on précise que les inscriptions au concours 2019 sont ouvertes depuis le 1er juin et se poursuivent jusqu'au 30 septembre prochain. Ce genre de concours, d'initiative, est-ce que c'est encore essentiel selon vous, vous qui avez l'expérience, qui êtes, on va dire, sur le terrain tous les jours ? Les idées reçues, les clichés sont encore très présents aujourd'hui en Île-de-France, en France généralement, sur l'entrepreneuriat au féminin ? Alors, je parle de ma propre expérience, mais oui, effectivement, il y a encore quelques clichés très, on va dire, très robustes qui est de la femme qui va entreprendre, mais comment va-t-elle conjuguer l'emploi et sa vie de famille, des enfants, choses comme ça. C'est des choses que j'ai, moi, reçues quand je suis allée voir des banquiers, quand je suis aussi allée voir simplement des organismes. On m'a dit, vous avez moins de 30 ans, et si jamais vous voulez avoir des enfants, comment vous faites ? J'ai pas très bien compris la question, sachant que j'ai déjà un fils, donc ça ne m'a pas empêché d'entreprendre, mais je leur ai laissé le luxe de rester dans leurs clichés, mais c'est dommage, il y en a encore, et c'est pour ça que le concours Créatrice d'avenir est intéressant, parce que ça montre qu'il y a énormément d'entreprises qui sont gérées par des femmes, et dans des domaines qui des fois peuvent surprendre, et ça ne leur empêche pas d'être des femmes averti tant professionnellement que personnellement. Gwendoline, j'imagine que vous partagez cet avis. Est-ce que vous aussi, vous avez eu le droit à ce type de remarques un peu désobligeantes ? Oh, j'en ai eu des passez-moi le directeur, oui, j'en ai eu. On supposait que vous ne pouviez pas être directrice. J'étais la secrétaire. D'accord. Donc évidemment, après, on essaye de passer outre tout ça. Les chiffres sur l'entrepreneuriat au féminin sont pas très bons. Par contre, les chiffres de robustesse de ces entreprises sont très bons. Donc je pense qu'il y a des choses à faire. Est-ce que vous avez des conseils à donner à celles qui nous écoutent, regardent et qui voudraient se lancer ? Est-ce que c'est fait pour tout le monde, ce type de concours, par exemple ? Moi, je pense qu'il faut pas hésiter. C'est-à-dire, il faut regarder si on correspond un minimum dans les. Je sais qu'il y a des modalités, notamment être francilien en partie. Tout à fait, voilà. Mais hormis ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se lancer parce que ça coûte rien et on va pas perdre. On va gagner, ne serait-ce qu'en visibilité, si on est finaliste. Et deuxièmement, quelqu'un qui va voir notre projet va y croire. Donc ça donne aussi beaucoup d'espoir pour les entrepreneurs qui des fois se disent « Oh non, mais ça ne va pas fonctionner. Ouais. » Donc ça permet aussi d'avoir une expérience, un retour de professionnels, de gens qui s'y connaissent. Complètement. Moi, c'est vraiment, lors du jury, ça a été quelque chose de très important, de pouvoir avoir toute une série de personnes très, très experts dans leur domaine, qui donnaient des conseils et qui jugeaient le projet. Et c'est vrai qu'on est vraiment très fiers quand on arrive à chaque étape du concours. C'est très agréable. Leslie Marel, on va parler de votre entreprise qui propose un service d'accompagnement pour le déménagement des seniors et des personnes. Je me suis trompé, c'est Gwendoline, oui, je me suis confondu dans les deux noms. Donc Gwendoline Cortez, vous, c'est pour le déménagement des personnes en situation de handicap, mais surtout les seniors. Concrètement, quel service vous offrez à ces personnes-là ? Alors nous, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner le changement de domicile des seniors. On se rend compte souvent que les personnes âgées habitent dans des logements qui ne leur sont pas forcément adaptés, aussi bien en termes physiques que favorisant le lien social, donc des logements éloignés du centre-ville, des logements qui vont être trop grands. Et nous, notre objectif, c'est de les aider à changer de lieu de vie, en les aidant à trier leurs affaires, en étant là le jour du déménagement, et ensuite en recréant leur univers. Donc vous êtes là du début jusqu'à la fin
fin du déménagement ? A à Z. Notre petite mamie va vraiment être complètement chouchoutée, accompagnée dans toutes les étapes de son déménagement. Et pour ceux qui seraient intéressés, évidemment, il y a le site internet qui va s'afficher en bas de l'écran. Du coup, Leslie Marel, j'ai bien les bonnes informations, je me suis emmêlé les pinceaux. Vous aussi, c'est pour les personnes en situation de handicap notamment, mais vous êtes plus tourné vers les technologies puisque vous proposez un dispositif électronique qui permet, j'ai lu votre site internet, d'utiliser le visage pour contrôler les outils type ordinateur et tablette. Comment ça se matérialise concrètement ? Alors, c'est un dispositif donc électronique, donc vraiment pas plus grand que ça, qu'on va pouvoir mettre sur une lunette ou sur un serre-tête si on ne porte pas de lunettes, et ça va détecter donc les mouvements de tête pour déplacer la souris sur l'ordinateur ou la tablette ou le smartphone, et on va permettre de cliquer, donc soit avec le sourcil, soit le souffle, soit le menton. L'idée est de proposer une solution complète, donc on a le choix entre le déplacement donc du dispositif, de la souris, et de cliquer comme vous et moi on clique sur une souris, avec une zone de leur visage, parce que ces personnes en général sont dans un handicap très lourd, donc elles ne peuvent pas bouger la main comme vous et moi, donc l'idée est de leur donner un minimum d'autonomie et d'utiliser la technologie que nous on utilise tous les jours. Ça va bientôt s'adapter aussi sur les liseuses, donc on va pouvoir leur permettre aussi d'avoir accès à la culture qui leur est souvent un petit peu restreint. De très beaux projets pour toutes les deux. Merci d'être venus sur ce plateau. Merci pour vos réponses et bravo aussi pour vos projets innovants et votre ancien prix. Pour celles plutôt qui seraient intéressées par le concours Créatrices d'avenir, le site internet s'affiche sur vos écrans aussi, créatricedavenir.com. Merci encore. Lui aussi a façonné et continue de façonner l'avenir européen. Le programme Erasmus a été lancé officiellement il y a 32 ans. C'était en juin 1987. Il a permis bien sûr à des millions de jeunes Européens de découvrir le continent et ses pays. Depuis quelques années, il s'est élargi aussi à un nouveau public. Les précisions de Philippe Le Guen, coordinateur pour le Parlement européen de la maison Jean Monnet, basée dans les Yvelines. C'est quand même un des plus anciens programmes européens qui existent, même si au démarrage ça a été quand même un petit peu laborieux, c'est-à-dire que l'idée de faire circuler des étudiants pour des périodes de formation, de cours dans différents pays, alors à l'époque il n'y en avait que 12, aujourd'hui il y a même plus de pays que de pays de l'Union européenne, puisque les pays candidats et des pays même comme la Norvège ou le Liechtenstein sont éligibles au programme Erasmus. Donc on voit que ça a beaucoup évolué, mais ça n'a pas toujours été facile parce qu'on se heurtait là au domaine des études donc universitaires, des diplômes, qui est du ressort des systèmes nationaux. Donc harmoniser les diplômes, on n'en était déjà pas là, mais faire correspondre des périodes de 6 mois, de semestres, dans les différents systèmes pour les faire valider. Aujourd'hui, ça paraît naturel avec le système qui existe, mais qui a été très long à mettre en place, et au départ, c'était une véritable révolution. Au fil des années, le programme a été élargi, et aujourd'hui, il s'appelle Erasmus+, et il est ouvert à d'autres jeunes en qualification, apprentissage, formation professionnelle, école aussi, il est ouvert aux écoles secondaires, aux lycées, etc. Un des principes fondamentaux de l'Europe, c'est la mobilité. Et là, le programme Erasmus est un programme de mobilité. On se déplace, soit avec sa classe, soit seul, dans un autre État membre. On y passe un séjour assez long, on y étudie peut-être dans une langue qui n'est pas la sienne. Donc ça représente vraiment l'idée d'Europe, telle que voulait Jean Monnet. Nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes. Donc là, on est en train d'unir, en effet, toute une jeunesse. Et cette union, d'ailleurs, des fois, débouche même sur des unions matrimoniales ou même sur des bébés, puisqu'on en a dit qu'il y avait plus d'1 million de bébés Erasmus en Europe. Donc c'est peut-être une anecdote, mais en tout cas, c'est une réalité. C'est-à-dire que les jeunes circulent plus, se rencontrent, ceux qui en bénéficient sont changés, effectivement, sans doute ensuite, dans leur fort intérieur, ils deviennent beaucoup plus européens. D'avoir vécu une période longue dans un autre pays, on devient en soi-même, on est changé.
Deuxième partie de cette émission. Nous sommes à présent en compagnie de Patrick Martin-Genier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un spécialiste des questions européennes, enseignant notamment à Sciences Po Paris, auteur de l'ouvrage « L'Europe a-t-elle un avenir » aux éditions Studirama, et aussi administrateur de l'association Jean Monnet, située dans les Yvelines, avec laquelle nous avons l'habitude de travailler pour cette émission. Nous sommes désormais un mois, tout juste après les résultats des élections européennes. L'actualité et l'intérêt des médias pour le sujet est forcément un peu retombé. Pourtant, l'activité politique, elle, est importante à Bruxelles. Pour résumer, aujourd'hui, on est rentré dans une phase de grand marché. Les parlementaires européens cherchent à se placer dans des commissions et surtout les chefs de gouvernement essaient, eux, de s'entendre sur des nominations pour les postes clés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, nous éclairer sur cette phase politique concrètement ? Oui, c'est tout à fait important. Nous avons des élections. Vous savez que cette année, c'était les 40 ans de l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct. Et donc, il est tout à fait normal qu'à l'issue de ces élections, on cherche des personnalités pour diriger l'Europe. Car il n'y a pas que le Parlement européen, il y a également l'élection au poste dit stratégique. Vous avez évoqué le marché, le fameux mercato, c'est-à-dire que plusieurs postes doivent être renouvelés. Et le principal de ces postes, est évidemment celui de président de la Commission européenne. Et vous savez que ça suscite un certain nombre de difficultés, compte tenu du fait que les chefs d'État ne sont pas nécessairement d'accord avec le Parlement européen. Et d'ailleurs, cela va faire l'objet d'intenses tractations ce week-end, puisqu'il y a le G20 à Tokyo, et les chefs de gouvernements européens vont se concerter. Et dimanche se réunit à Bruxelles un conseil extraordinaire pour essayer de se mettre d'accord sur un nom. Oui, parce qu'il y a eu déjà un premier conseil le 20 et 21 juin, pas d'entente sur les noms. En résumé, il y a le président de la Commission européenne qui doit être choisi, la présidence du Parlement, du Conseil, de la Banque centrale européenne, mais aussi du haut représentant pour les affaires étrangères. Vous parliez des règles. Quelles sont justement les règles à respecter, les équilibres à sauvegarder Eh bien, vous savez que d'abord, le président ou la présidente du Parlement européen dépend de la majorité. Donc ça, c'est l'affaire du Parlement européen. Les chefs d'État et de gouvernement n'ont rien à y voir. S'agissant des autres postes, eh bien effectivement, les chefs d'État et de gouvernement ont leur mot à dire, je dirais même plus que leur mot à dire. S'agissant du président de la Commission européenne, et la personnalité doit être désignée par le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, mais le traité a prévu que c'est bien le Parlement européen qui élit le président ou la présidente de la Commission européenne. Donc il doit y avoir un équilibre, sachant qu'aujourd'hui, au niveau du Parlement, vous avez dû en parler dans vos émissions, il n'y a pas de majorité pour un seul groupe, puisque il n'y a plus de majorité comme auparavant, en fait, comme on avait avant. Et depuis 40 ans, on se répartissait les postes entre les démocrates chrétiens, le PPE et les socialistes. Et aujourd'hui, avec la montée des populistes nationalistes, ils ont une capacité de nuisance. Les partis traditionnels ont vu leur nombre de députés diminuer. Et on a un groupe centriste qui représente plus de 100 députés et les Verts qui ont grimpé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'autres partis peuvent éventuellement envisager la présidence du Parlement européen. En tout cas, ça complique l'élection du président de la Commission européenne. Et vous avez vu qu'Emmanuel Macron n'était pas d'accord avec le candidat proposé par l'Allemagne. Oui, qui est Manfred Weber. Avant de parler des noms concrètement, quel est l'intérêt des États ? Est-ce que pour eux, le but, c'est de mettre le plus de personnes de leur nationalité pour ensuite peser sur les politiques européennes, ou finalement ça se passe à un autre niveau ? Alors, comme l'a dit le président de la République française, il ne s'agit pas de placer systématiquement des personnalités de son pays, mais en coulisses, naturellement, on se bat pour cela. Il ne faut pas se cacher les yeux. On sait très bien qu'aujourd'hui, par exemple, le secrétaire général du Parlement européen est un Allemand, le secrétaire général de la Commission européenne est un Allemand. Donc certains ne voient pas d'un bon œil le fait que le futur président de la Commission européenne puisse être un Allemand. Force est de constater, hélas, même si on n'est pas là pour se battre en fonction des personnalités, que la France n'a pas exercé de responsabilité majeure depuis très longtemps. Nous n'avons pas eu de président de la Commission européenne depuis Jacques Delors, qui a été un excellent président de la Commission européenne. Nous n'avons pas eu de présidente du Parlement européen depuis 2000 avec Madame Fontaine. Et par conséquent, nous avons eu un président de la Banque centrale européenne, Jean-Claude Trichet, mais nous n'avons pas eu de responsabilité essentielle. Et aujourd'hui, je crois que c'est important éventuellement de pouvoir dire, bien la France, c'est un grand pays, elle doit pouvoir exercer des responsabilités, mais aujourd'hui, on ne voit toujours pas pointer au bout de la ligne, en quelque
sorte à un candidat français, sauf si Michel Barnier éventuellement. J'allais justement évoquer Michel Barnier pour prendre la tête de la Commission. On en parlait. Initialement, c'était Manfred Weber, le tête de liste de la droite européenne, qui était censé prendre la tête de la Commission selon les règles en place depuis 2014. Aujourd'hui, il n'est plus favori à rien. En tout cas, il semble plus favori à rien. Est-ce que vous confirmez déjà? Et est-ce que du coup, Michel Barnier, qui négocie en ce moment le Brexit, est devenu le nouveau favori? Alors, Manfred Weber, en effet, n'est plus la personnalité qui est pressentie, puisque le Parlement européen a dit lui-même qu'il n'en voulait pas. Il n'y a pas de majorité pour Manfred Weber. La France n'en voulait pas, ce qui suscite quand même un certain nombre de remous en Allemagne en ce moment. Vous avez vu une déclaration récente de certaines personnalités politiques. Quant à Michel Barnier, il s'était retiré en quelque sorte au profit de Manfred Weber, mais du fait que Manfred Weber n'est plus le candidat désigné, il revient en quelque sorte sur le tapis, et tout le monde dit à Bruxelles qu'il rêve d'être président de la Commission européenne. Donc ça pourrait être en effet un candidat de compromis, mais ses chances sont assez, faibles, dans la mesure où, dès lors que la France a retoqué le candidat allemand, il y a peu de chances que l'Allemagne soutienne un candidat français. Le 30 juin, donc c'est dimanche, les chefs d'État vont devoir se retrouver. Concrètement, très rapidement, est-ce qu'il pourrait ne pas y avoir de décision qui soit prise le 30 juin prochain, qu'il n'y ait pas de négociations qui aboutissent à un no deal, en fait, un peu comme le Brexit, mais cette fois-ci sur les postes clés? Oui, il ne faut pas l'exclure, mais il y a tout de même une échéance, c'est-à-dire que le Parlement européen se réunit début juillet, et le 16 juillet, normalement, en réunion plénière du Parlement européen, on doit désigner donc le futur, d'abord, président. Un peu comme le Brexit, on a surrepoussé aussi les dates. Oui, parce que... Est-ce qu'il pourrait arriver la même chose pour les postes clés? Je pense qu'il ne faut pas exclure un blocage, vu que la France a été très dure vis-à-vis de Manfred Weber. Il y a même eu certains des propos méprisants vis-à-vis de Manfred Weber. On a dit qu'il était incompétent, timide. Oui, il manquait de charisme. D'étoffe politique, et cela est très mal passé en Allemagne, où donc un député responsable de la CDU, de CSU au Parlement a dit d'Emmanuel Macron qu'il était anti-allemand, voire révisionniste, et qu'il allait détruire la démocratie européenne. Donc on a vraiment un affrontement qui n'est plus caché aujourd'hui, qui fait que cet affrontement entre la France et l'Allemagne risque en effet de bloquer la nomination d'un nom. En tout cas, ça compromet les chances, selon moi, d'un candidat français. Un mot encore sur l'influence française mise à mal. On a l'impression depuis quelques jours, avec cette affaire autour de Nathalie Loiseau et des propos qu'elle a tenus devant des journalistes français, en off, comme on dit dans le jargon médiatique, mais qui sont sortis après coup par un journaliste belge. Est-ce que ça peut vraiment porter un coup justement aux ambitions françaises au Parlement européen, ou alors ce ne sont que des affaires qui intéressent, on va dire, le petit milieu médiatique et politique européen? Non, je crois que ça a apporté, pour être franc et objectif, un sacré coup à l'influence de la France au sein du Parlement européen et par ricochet pour la nomination au poste exécutif. Madame Loiseau n'a pas du tout été à droite en stigmatisant ses collègues, y compris français d'ailleurs. Tout le monde en a pris pour son grade. Résultat des courses, elle n'a pas pu être élue à la tête de son groupe politique, alors que cette place... Est-ce que c'est pour avoir d'autres places, notamment des présidences de commission? Est-ce que c'est un argument qui tient la route, ou alors c'est une porte de secours un peu facile? Non, je pense que ça ne tient pas du tout la route. Elle aurait dû être conciliante vis-à-vis de tout le monde. Elle aurait été élue présidente du groupe. Et le fait d'être président ou présidente de groupe vous donne accès à la présidence des groupes parlementaires et donc à la conférence des présidents du Parlement européen. Et là, vous avez du pouvoir. Et donc là, elle ne l'a pas eu. C'est un Roumain qui a été élu, tant mieux pour la Roumanie. Et alors que ce poste devait échouer. Très francophile apparemment aussi. Il est très francophile, c'est très bien d'avoir des gens qui sont francophiles, mais ce n'est pas la France. C'est-à-dire que on va d'abord défendre les intérêts de la Roumanie, même si on a une approche assez francophile et européenne. Donc en tout cas, la France pour l'instant n'a plus de position de force, et cela affaiblit en quelque sorte la position d'Emmanuel Macron au sein du Conseil européen. Pour conclure, un mot, on est obligé d'en parler du Brexit. Aujourd'hui, c'est toujours le flou complet. Le Brexit doit être acté le 31 octobre prochain. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de Premier ministre en Grande-Bretagne depuis la démission de Theresa May. Boris Johnson tient la corde quand même, visiblement. Lui qui n'est pas partisan d'un Brexit, on va dire, doux, en tout cas. Est-ce que ça joue aujourd'hui sur la politique européenne, encore ce Brexit, puisqu'on en a moins parlé? Est-ce que ça va revenir en force, peser encore sur l'avenir européen? Bien sûr, tant qu'on n'aura pas réglé cette histoire du Brexit, on ne pourra pas aller plus loin sur la voie de l'Union européenne, l'approfondissement de l'Union européenne. Et il semblerait que Boris Johnson, malgré tous ses déboires conjugaux, vous avez pu constater, est bien parti, parce que les 3/4 des militants du Parti conservateur veulent
veulent véritablement le Brexit au 31 octobre. Donc il est bien parti pour être Premier ministre, et naturellement... Et donc on est bien parti aussi pour avoir un Brexit le 31 octobre, puisque lui il a affirmé il y aura Brexit le 31 octobre. Voilà, sauf s'il devait être renversé quelques jours après, puisqu'il n'a plus de majorité à la Chambre des communes. Donc évidemment que ça va impacter la vie de l'Union européenne jusqu'à ce que cette affaire soit soldée. Merci Patrick Martin-Genier d'être venu sur notre plateau et pour vos réponses et éclairages. Je rappelle que vous êtes notamment enseignant à Sciences Po Paris et auteur de l'ouvrage « L'Europe a-t-elle un avenir » aux éditions Studirama. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Le service national universel a débuté mi-juin pour 2000 jeunes en France. L'objectif notamment est de renforcer la cohésion nationale et de développer une culture de l'engagement. Un tel dispositif existe-t-il ailleurs en Europe, chez nos voisins? Comparaison continentale avec Olivier Janouex, responsable du centre d'information Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye. Au niveau de l'Union européenne, le service militaire existe encore dans certains pays, par exemple à Chypre avec un service militaire qui dure 14 mois. On a aussi le cas en Grèce avec un service militaire qui dure entre 9 et 12 mois. On a par exemple le Danemark avec un service militaire de 4 mois. On a aussi la Finlande avec un service militaire au minimum de 165 jours. On a la Lituanie par exemple avec un service militaire de 9 mois. Et on peut aussi citer par exemple la Suède avec une petite particularité parce que là le service militaire concerne à la fois les hommes et les femmes avec une durée de 12 mois. Certains pays comme la Suède et la Lituanie ont décidé de réintroduire le service militaire. Quand on regarde pourquoi ils ont décidé de le réintroduire, on se rend compte que c'est surtout à cause des tensions géopolitiques, notamment avec le voisin russe. Afin de répondre aux problèmes soulevés notamment par les objecteurs de conscience, certains pays ont décidé d'offrir une alternative au service militaire qui correspond concrètement à un service civil. Et donc on retrouve notamment cette possibilité par exemple en Autriche, en Finlande, en Grèce ou à Chypre. En règle générale, ce service civil va être un peu plus long que le service militaire et concrètement en termes de missions qui vont être effectuées, ça va principalement être des missions par exemple au sein d'associations ou de collectivités territoriales afin d'effectuer des missions d'intérêt public. C'est la fin de ce 7-8 Europe prochain et dernier numéro de la saison le 12 juillet prochain. Merci à tous et à très vite.